quand j'ai perdu mon emploi, donc je suis devenue sa chose. T'es vraiment plus bonne à rien. Tu ferais quoi sans moi? Tous les quarts d'heure, il venait voir ce que je faisais, où j'étais, à la limite parano, quoi. Il voyait le mal partout, quoi. Catherine! Lui, il pense qu'il la possède. Il a besoin que Catherine soit son objet à disposition. Elle sent que la prison se referme, quoi. Elle se dit à un moment donné, faut que je me barre avant que les portes soient vraiment fermées. Quand je pars, j'ai l'impression de sauver ma peau. Il ne supporte pas d'être dépossédé de sa proie. Je crois qu'à travers cet homme-là, elle a découvert ce que c'était que le mal. Elle a sauvé sa vie, et très certainement celle de ses enfants. Elle m'a dit un jour, il tuera quelqu'un. Mais il l'a fait. La domination finale, c'est la mort. Je m'appelle Catherine et voici mon histoire. Janvier 2012, tribunal d'Évreux. Christian Bochet est jugé pour le meurtre de sa dernière compagne, Isabelle Gauthier. Un crime d'une rare violence. Plusieurs des femmes qui ont partagé sa vie témoignent à la barre. Et parmi elles, Catherine Fontaine. Elle a été son premier amour et la mère de ses 2 enfants. Lors du procès, elle racontera ses 12 années de vie commune avec cet homme qu'elle décrit comme étant manipulateur, jaloux et violent. Pourtant, lorsqu'elle rencontre Christian en 1985, Catherine ne peut imaginer que ce jeune agriculteur breton deviendra un meurtrier. Elle a 17 ans, lui 21. La jeune fille est vite conquise. Il donnait une très belle image de lui, donc toujours bout en train, très comique. Je lui dis, tiens, la vie avec lui va être rigolo, quoi, parce que c'est vrai qu'il avait toujours un mot pour rire, des jeux de mots, voilà. L'homme apparaît comme quelqu'un d'absolument charmant, bel homme. Hein. C'est un petit peu comme si elle avait touché à son idéal. Après 3 années de bonheur, Christian trouve une maison pour abriter leur amour. Et le jeune couple s'installe. Catherine a 20 ans, elle est comblée. On est un couple heureux, donc on a vécu ensemble comme un jeune couple. On a eu un chien, déjà au départ, un collet. Ensuite, j'ai eu Gwendoline, ma fille. Non, il n'y avait aucune ombre au tableau, rien, tout allait comme sur des roulettes. La petite Gwendoline voit le jour en 1991. 3 ans plus tard, alors que Catherine est enceinte de son 2e enfant, elle perd son emploi. Mais le couple ne manque pas d'argent. Christian vient d'un milieu aisé, alors la jeune maman décide de prendre un congé parental. Pour elle, c'est l'occasion de consacrer du temps à sa famille. J'avais mes enfants, j'avais mon petit cocon, quoi, donc moi j'étais heureuse, et puis voilà. Mais ce parfait bonheur ne va bientôt qu'être un lointain souvenir pour la jeune femme. Alors que Catherine est une mère au foyer épanouie, Christian, lui, dévoile brusquement une nouvelle facette de sa personnalité. Je me suis trouvée totalement à sa merci, en fait, parce que j'étais en congé parental, donc j'avais une allocation pour élever mes enfants, mais qui était très faible. Là, j'ai senti que c'était le maître, quoi. J'étais pratiquement chez lui, à lui, donc je ne sortais plus à l'extérieur. Catherine est isolée, certes dans une des plus belles maisons de la commune, mais à l'intérieur, tout est en chantier. Elle rêve d'une cuisine équipée. Et alors qu'elle a peu de revenus, Catherine explique qu'elle va devoir économiser pendant des mois pour pouvoir en payer la moitié, comme l'exige son mari. Lui, il a dit non, plutôt que la moitié de la cuisine, moi je vais m'acheter un bateau. Il a dit je veux un bateau, j'aurai un bateau, de toute façon c'est moi qui ai l'argent, c'est moi qui gagne l'argent. Donc il a acheté son bateau et moi j'ai pas eu de cuisine. L'argent, très clairement pour cet homme, est un instrument de pouvoir, de domination. On est là dans un comportement tyrannique où on ne tient absolument pas compte des désirs de l'autre. Selon Catherine, l'homme a un comportement tyrannique et obsessionnel. Alors, pour éviter la colère de son mari, elle est contrainte de se plier à toutes ses exigences, même les plus absurdes. À chaque repas, Christian réclame qu'il y ait 3 couleurs dans son assiette. C'est quoi ça? C'est quoi? Il n'y a que 2 couleurs là-dedans, il n'y en a pas 3. Donc s'il n'y avait pas trop de couleurs, j'ai ajouté de la salade pour que ça fasse une 3e couleur. Enfin, je me disais c'est quand même bizarre quoi comme truc. Mais bon,
Donc, je pense qu'il essayait de me tester, je pense, pour savoir si je marchais dans son truc, si je faisais obstacle. Ah voilà. Et c'est pas un acte isolé, c'est quelque chose qui se répète. C'est quelque chose qui s'ajoute à d'autres humiliations. C'est quelque chose qui va s'ajouter à une possessivité extrême, qui en fait est juste la volonté de l'homme de dominer sa femme. Paranoïaque, Christian contrôle en permanence tous les faits et gestes de sa femme. Elle se sent observée, surveillée. À partir du moment où j'étais tout le temps à la maison, là, il est devenu très jaloux, très suspicieux, à la limite parano, quoi. Il voyait le mal partout, quoi. T'as pas encore fini? Il faisait constamment l'aller-retour entre son travail et la maison pour voir où j'étais, ce que je faisais. Catherine! Lui, il pense qu'il la possède, en fait. Dans sa tête, il se dit, voilà, elle est à moi. Il a besoin que Catherine soit sa chose, son objet à disposition. Il n'envisage absolument pas qu'elle pourrait se rebeller. Catherine raconte que lorsqu'elle tente de résister, Christian la dénigre et l'insulte à longueur de journée. T'es vraiment plus bonne à rien. Et tu sers à rien, tu sais rien faire. Tu ferais quoi sans moi? Donc j'étais nulle, sans lui, j'existais pas. Donc quand j'ai commencé à lui dire, à vraiment me rendre compte qu'il y avait un souci, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Je pourrais jamais rester toute ma vie avec toi, c'est pas possible, quoi. Il m'a dit, mais ma pauvre fille, mais pars, mais vas-y, pars, mais qu'est-ce que tu vas devenir sans... Mais t'es nulle, qu'est-ce que tu vas faire avec ça sans moi? Et sans moi, t'es bonne à rien. Donc t'as pas d'argent, avec tes 2 gamins, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. La tyrannie qu'elle subit au quotidien, c'est quelque chose d'insidieux et de progressif. Catherine, à force d'entendre qu'elle est nulle et bonne à rien, finit par le croire. Elle en est même persuadée. Elle se sent coupable et vient à douter des violences psychologiques qu'elle subit au quotidien. J'ai une belle maison, c'est vrai qu'on a tout pour être heureux, quoi. J'ai 2 enfants en bonne santé, tout ça. C'est vrai, de quoi je me plains? Est-ce que j'ai le droit de me plaindre, quoi? Donc je me plaignais pas, je disais, bon, ça doit être normal, c'est lui qui doit avoir raison. Il s'agit de violences qui vont conduire la victime à ne plus discerner le tolérable de l'intolérable, l'acceptable de l'inacceptable. Pour elle, à un moment donné, ce qu'elle vit, elle le mérite. Ce qu'elle vit, c'est normal. Catherine est totalement sous l'emprise psychologique de son mari. Et elle confie que pour asseoir encore davantage sa domination, Christian aurait franchi une nouvelle limite, celle de la violence physique. On était dans l'entrée et donc là je lui ai dit, de toute façon je vais pas rester avec toi, c'est pas possible, je te quitterai. C'est une petite cette pute! Tu comprends, je te tue! Et là il m'a envoyé un coup. Pauvre garce! Et donc ça a été le déclic, je vais partir. Maintenant, rester à trouver le bon moment. Il a fallu qu'il passe à un degré de plus pour qu'elle réagisse et ait envie de partir. Catherine en est intimement convaincue, elle doit fuir. Selon elle, son mari devient dangereux. Mais sans travail, elle est dépendante de lui. Alors pendant plusieurs mois, elle va vivre dans la peur de la prochaine gifle. Je me sens piégée, mais j'étais dans l'impasse. Je ne voyais aucun espoir d'amélioration, quoi. Et je voyais qu'il devenait quand même de plus en plus méchant, quoi. Je crois qu'à travers cet homme-là, elle a découvert ce que c'était que le mal. Un an plus tard, en février 1998, Catherine a retrouvé du travail. Elle gagne enfin son indépendance financière. Elle le sait, c'est sa seule chance de se libérer un peu de l'emprise de son mari. Ben, je respirais, quoi, puis je me sentais un petit peu plus forte. Je me disais, ça y est, je ramène un salaire, quoi. Donc je suis quelqu'un, quoi. Donc j'ai existé un petit peu plus. Si elle travaille, elle acquiert un peu de liberté, mais surtout, elle pense sans lui, elle fait des choses sans lui. Christian n'a plus la main mise sur sa femme. Elle lui échappe, et pour lui, c'est insupportable. Un soir de mars 1998, tout va basculer. Catherine ne retravaille que depuis seulement 3 semaines, mais son mari va prendre une décision radicale. Il était très calme, il dit, tu n'iras pas au travail. Il est 22 h.
Catherine raconte que ce soir-là, Christian, avec son véhicule, bloque sa voiture dans leur garage. La jeune femme doit partir travailler à 4 heures du matin et jusqu'à 1 heure, elle va essayer de négocier avec son mari pour qu'elle puisse sortir sa voiture. Épuisée, elle ne va dormir que 2 heures. Je me suis levée à 3 heures, je lui ai dit tu enlèves ta voiture. Et je me suis dit je vais perdre mon travail et là, on démarre la case départ quoi. Et il n'a jamais cédé. Donc j'ai voulu appeler mon employeur pour m'excuser. Et donc quand je me suis approchée du téléphone, en fait, il n'y avait plus de téléphone. Donc il avait débranché le téléphone et il l'avait mis dans sa voiture qui était fermée à clé. Et c'est lui qui avait les clés sur lui. Donc là j'étais complètement coupée du monde quoi. Elle sent que la prison se referme quoi. Hein, les portes se referment et elle se dit à un moment donné, faut que je me barre avant que les portes soient vraiment fermées. Après la violence psychologique, après la gifle 1 an plus tôt, et maintenant la séquestration, Catherine comprend que cette fois, son mari a été trop loin. Il faut qu'elle parte, immédiatement. Privée de voiture et désespérée, elle doit emmener ses enfants à l'école, à pied. Sur le chemin du retour, elle appelle ses parents au secours. Je rentre dans une cabine téléphonique pour appeler mon père. Et donc je lui ai juste dit, viens me chercher, j'ai plus de voiture. Je t'expliquerai, ça devient invivable, mais on part quoi. Catherine nous confie qu'elle est terrorisée. Elle a une obsession, récupérer le fusil de chasse de son mari. Car, elle en est convaincue, pour la garder sous contrôle, il est prêt à tout, et même au pire. Quand j'ai voulu donc prendre l'arme sur l'armoire, il n'y avait plus d'armes. La jeune femme est paniquée. Elle a peu de temps avant que son mari ne rentre, peut-être armé. Elle doit s'enfuir, vite. Elle sait que Christian ne va pas supporter qu'elle le quitte et elle se sent en danger. C'est un criminel de partir, de le quitter, d'oser le quitter. Et là, j'ai dit, il va voir rouge et puis il ne faut pas qu'il me voie partir, quoi. Elle réalise à quel point cet homme est destructeur, tyrannique et qu'il n'y a pas d'issue. Donc elle prend cette décision qui est un acte de survie. Quand je pars, j'ai l'impression de sauver ma peau. Enfin, je sentais prêt à n'importe quoi. Soulagée, Catherine pense avoir réussi à échapper à son mari, paranoïaque et pervers, après 12 années de vie commune. Mais Catherine va comprendre que le cauchemar est loin d'être terminé, car Christian refuse de lâcher sa proie. Là, il me harcelait au téléphone. Donc, j'avais toujours mes horaires bizarres. Je me levais à 3 h le matin. Donc, il m'appelait à 1 h, à 2 h du matin pour savoir si j'étais chez moi. Ce type de personne ne supporte pas d'être quitté. Il ne supporte pas d'être dépossédé de sa proie. J'étais terrorisée de sortir de ma maison. Toujours, j'appréhendais qu'ils m'attendent dans un coin caché, quoi. 2 ans après son divorce, Catherine rencontre son nouveau compagnon, Jean-Jacques. Mais même si, grâce à lui, la jeune femme retrouve un peu de sérénité, elle reste toujours traumatisée par son ex-mari. Quand j'étais avec Catherine, disons qu'elle était un peu plus tranquille. Quand elle commence à parler de son ex-mari, c'était plus la même personne déjà. Elle était déjà plus stressée, très tendue. Elle en avait peur. Catherine a tellement peur de Christian, son ex-mari, que lorsqu'elle apprend qu'il a une nouvelle compagne, elle s'empresse d'appeler la jeune femme pour l'avertir de la dangerosité de cet homme. Donc elle m'a dit, mais non, il est gentil cet homme-là, mais si vous saviez comme il est gentil. Et j'ai dit, oui, je sais, j'ai dit, mais avec moi aussi, il était gentil. J'ai dit, sinon, je ne me serais jamais mariée avec lui et j'aurais jamais eu 2 enfants avec lui. Donc je lui ai dit, maintenant, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est que vous soyez heureuse avec, mais surtout, méfiez-vous. Et après, une fois que je l'ai averti, j'étais soulagée. Je dis, maintenant, s'il arrive quelque chose, moi, je suis déchargée d'un poids, voilà. Après 1 an de relation, la nouvelle compagne finira elle aussi par quitter Christian, effrayée par sa jalousie extrême. Catherine a toujours su qu'un jour, il y aurait une tragédie. Alors, lorsqu'en janvier 2010, elle reçoit un appel de la sœur de son ex-mari, elle n'est pas surprise. Donc j'ai tout de suite pressenti qu'il y avait un drame. Et la victime de ce drame s'appelle Isabelle Gauthier. Elle a 43 ans. C'est la dernière compagne de Christian. Elle le quitte au bout de seulement 6 mois. Toujours pour la même raison,
sa jalousie pathologique. Il ne le supporte pas. Et dans la soirée du 3 janvier 2010, il va faire plus de 3 heures de route pour la retrouver. Cet homme-là retourne la voir sous prétexte de récupérer des affaires. Il a frappé chez elle, donc il lui a demandé ses clés et son jean, donc en fait elle a été chercher ce qu'il demandait. Donc quand elle a entrouvert la porte en fait pour lui glisser ce qu'il demandait, donc là il a forcé la porte et donc il s'est acharné sur elle. Il a commencé à frapper, et il a fini par prendre un tabouret de bar et il l'a tué avec. Cette femme représentait tous les échecs qu'il avait vécus avec les femmes précédentes. Donc elle a payé pour les autres. En apprenant ce meurtre, Catherine n'a pas été étonnée. Elle savait que son ex-mari était capable de tuer. Elle pensait même être la première sur la liste. Je vivais dans la peur parce que je dis voilà, ça n'a pas été moi, mais ça aurait pu être moi aussi, quoi. Elle l'a déjà entendu de la bouche de son ex-compagnon. Si tu me quittes, je te tue. Si tu me quittes, je te bute. Tu comprends, je te tue. Ça a dû faire écho dans sa conscience, en se disant, j'étais pas folle. Et ce qu'il a dit, il aurait pu me le faire et il l'a fait. Elle m'a dit un jour, il tuera quelqu'un. Moi, je ne la croyais pas. Je ne pense pas qu'il soit capable de le faire. Mais il l'a fait. Le procès de Christian Bochet a eu lieu en janvier 2012. Catherine, celle qui a été sa femme pendant 12 ans et la mère de ses 2 enfants, a été appelée à témoigner à la barre. Ainsi, elle a pu être elle aussi reconnue comme une victime de cet homme. Le fait d'avoir eu la possibilité de verbaliser et de nommer les souffrances qu'elle a vécues, ça a eu un effet pour elle libératoire. À 47 ans, Christian Bochet a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre sauvage de sa dernière compagne, Isabelle. Et même si aujourd'hui il est derrière les barreaux, Catherine n'est pas encore sereine. Quand on va savoir qu'il est sorti, en fait, le stress va recommencer parce qu'elle est toujours en train de se dire une voiture qui ralentit, attention, il faut sortir la nuit, est-ce qu'il n'est pas là? Donc il y a toujours la peur, même des années après. À mon avis, je pense que je ne serai jamais tranquille. En quittant Christian il y a 14 ans, Catherine sait aujourd'hui qu'elle et ses 2 enfants ont échappé au pire. À 44 ans, elle s'est reconstruite, mais son ex-mari restera à jamais présent dans sa vie. Suspect numéro 1 est maintenant terminé.